Bonjour internet, il faut que je vous raconte un truc. En janvier dernier, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis très longtemps. Je suis allée dans une librairie et en fait j'ai acheté un livre dont je n'avais jamais entendu parler. Et donc voilà ce qui s'est passé ensuite. Ce livre c'était Méridien de sang de Cormac McCarthy. C'est un gros livre, il fait environ 450 pages et il a été édité chez les éditions de l'Olivier. Je vais vous lire la quatrième de couverture déjà pour que vous voyez ce qui m'a un petit peu attirée et aussi pour que vous ayez une idée du synopsis du livre. Après avoir fui la hutte paternelle au Tennessee, un garçon de 14 ans, dit le gamin, s'enrôle dans une bande de hors-la-loi payés au scalp. Ces soldats de fortune pillent, brûlent et tuent, menés par le capitaine Glanton et son second, le juge, géant surhumain au savoir encyclopédique. Méridien de sang est une équipée sauvage et tragique sur laquelle plane l'ombre d'Edgar Allan Poe. Cormac McCarthy y déploie sa vision de l'Amérique hantée par la violence des hommes et la question du mal. Voilà, donc en gros dans Méridien de sang, on va suivre un jeune garçon qui se retrouve embrigadé dans une bande de mercenaires qui vont parcourir les États-Unis et aussi une partie du Mexique en allant de massacre en massacre. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'en savoir davantage en termes de plot, juste il faut savoir aussi que Cormac McCarthy s'inspire ici de faits réels et d'événements qui se sont vraiment déroulés. Donc j'ai acheté et commencé immédiatement à lire ce livre alors que je n'en avais jamais entendu parler, même si j'avais déjà entendu parler de l'auteur, et la suite va vous surprendre. La première chose qui m'a marquée dans ce livre, c'est le style. Le style est absolument éblouissant, je pense que j'avais absolument jamais rien lu de semblable. On est ici dans un style qui est extrêmement baroque, extrêmement travaillé, avec une richesse du vocabulaire et une inventivité au niveau de la syntaxe qui sont mais vraiment dingues. Et cette beauté du style, elle va être vraiment prodigieuse à voir tant dans la description des actions et dans l'avancée de la narration que dans la description des atmosphères lumineuses, par exemple des paysages. Et la deuxième chose qui m'a frappée très vite, c'est la violence. Ce texte est extrêmement violent. En fait, vous avez là un récit sur la conquête de l'Ouest, mais la conquête de l'Ouest telle qu'elle s'est passée réellement, on pourrait dire, c'est-à-dire vraiment une histoire de barbarie, de torture, une histoire d'une très grande violence. Et cette violence-là nous est donnée à voir par Cormac McCarthy de manière extrêmement frontale, extrêmement aussi rapide dans le récit, et il va presque y avoir quelque chose d'un petit peu... qui peut sembler indigeste parce que la violence revient sans cesse, de page en page. On se demande jusqu'où ça va aller. Et je crois savoir qu'assez fréquemment, les gens abandonnent le livre en fait au bout d'une centaine de pages parce que c'est extrêmement difficile à recevoir, extrêmement indigeste. Et pour annoncer la couleur, il y a assez vite dans le récit un moment où les personnages tombent sur un arbre qui est orné de corps de nourrissons, enfin je crois de têtes de nourrissons, et très souvent c'est un moment où cette apparition elle tombe un peu dans le récit comme ça alors qu'on a déjà dû encaisser beaucoup de violence et souvent les gens abandonnent à ce moment là dans le récit. Du coup j'ai commencé à lire ce livre, j'ai été prise dans un tourbillon avec un style comme je le disais qui est vraiment éblouissant et en même temps dans une tempête de violence qui ne s'arrête pas. Et j'ai été complètement happée à l'intérieur de ce livre. J'avais beaucoup de mal à décrire en fait ce que j'étais en train de lire. C'était quelque chose qui me semblait à la fois magnifique et à la fois profondément poisseux. En fait le récit c'est vraiment celui d'une errance à travers les États-Unis qui est ponctuée par des massacres. Et en fait dans cette errance il y a vraiment un côté très post-apocalyptique. Les personnages et les mercenaires ne cessent de traverser des villages en ruine, de traverser des paysages qui sont extrêmement désolés. Ils trouvent sans cesse des tas de cadavres, des ossements, des bâtiments qui ont été partiellement détruits, etc. On a vraiment l'impression que l'apocalypse s'est produit avant eux et qu'ils ne sont comme en quelque sorte qu'une émanation de cet apocalypse, comme des cavaliers de l'apocalypse en quelque sorte. Au niveau de l'atmosphère, du coup, on a presque un côté un petit peu Mad Max, où moi par moments ça me faisait aussi penser, pour rester dans des comparaisons avec le cinéma, à des westerns extrêmement nihilistes et assez violents comme les westerns de Sergio Corbucci par exemple. Et une chose qui m'a frappée assez rapidement dans cette errance et dans cette espèce de voyage post-apocalyptique, c'est que les personnages traversent assez fréquemment des églises et ce sont très souvent des églises qui sont en ruine ou partiellement détruites ou qui contiennent des cadavres, enfin de personnes qui sont mortes alors qu'elles étaient en train de prier. Et ce que ça amène, c'est qu'en fait on est dans un imaginaire biblique
très présent et qu'en fait il y a une très très forte présence du sacré, du profane, du religieux, et il me semble que c'est une des thématiques centrales en fait traitées par Cormac McCarthy ici. Et dans cette perspective un peu biblique, il y a un personnage qui se détache vraiment des autres, c'est le personnage du juge. En fait c'est un personnage qui mène un petit peu la barre de cette bande de mercenaires, et c'est un personnage qui est très clairement assimilé au diable d'une manière assez frontale. Il y a une scène en fait de Méridien de sang qui fait explicitement référence à Paradis perdu de Milton, dans laquelle, donc je vous spoile rien et je vous laisserai découvrir cette scène qui est vraiment extrêmement marquante et ouf, et où le juge est très explicitement mis à la place de Satan ou du diable. Et donc même au-delà de cet imaginaire biblique, en fait on a vraiment dans Méridien de sang un symbolisme qui est hyper fort, et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué pendant ma lecture. On a l'impression que c'est presque un livre fait pour faire des thèses ou des mémoires dessus. En quelque sorte, on a l'impression que Cormac McCarthy, il a blindé de son livre de matos, quoi. Il y a du matériel, il y a plein de fils qu'on a envie de tirer, il y a plein de symboliques qu'on peut retrouver, etc. C'est extrêmement dense et touffu. Il est aussi très souvent question de fracture entre les mondes. Parfois, on se demande presque si ce qui est en train de se passer relève du réel ou du surnaturel. Et puis, encore une fois, ce livre est juste un cauchemar en fait, c'est une sorte de cauchemar de 450 pages où parfois on est un peu à la, comme je disais, à la lisière du fantastique et du surnaturel, où il y a des descriptions des ciels et des atmosphères lumineuses qui sont vraiment extrêmement spectaculaires, et surtout ce qui relève du plausible, notamment en termes de violence. Tout ce qui relève du possible et du plausible est sans cesse repoussé. En fait, on n'arrive pas à savoir jusqu'où ça peut aller. Le livre est vraiment de plus en plus horrible. Et d'ailleurs, il y a le mot pandémonium qui revient énormément dans le roman. Le pandémonium à la base désigne la capitale imaginaire de l'enfer, mais ça peut aussi par extension désigner un lieu où règne le chaos et où règne la violence. Et je pense qu'avec ce livre, Cormac McCarthy a vraiment réussi à construire une sorte de pandémonium, c'est-à-dire que c'est un récit qui est absolument infernal et qui vous plonge dans une sorte de stupeur très ambivalente, parce qu'on est à la fois fasciné par cette violence qui se déroule page après page et on se demande pourquoi on continue à lire, et en même temps il y a cette beauté absolument indescriptible de la prose, enfin en tout cas que moi je trouve extrêmement belle. Et donc vous continuez à lire et parfois vous vous demandez vraiment pourquoi vous continuez à lire. En tout cas moi ça a été mon cas, je me demandais pourquoi je continuais et en même temps je n'arrivais pas à m'empêcher de continuer. J'ai lu une critique du livre sur Goodreads où la personne disait que en fait cette espèce d'enchaînement de récits de massacres dans un livre de cette longueur faisait que en fait Cormac McCarthy transforme un peu son lecteur ou sa lectrice en cow-boy zombifié. Enfin en fait il nous transforme en protagonistes de ce livre, c'est-à-dire que les massacres s'enchaînant, on en vient à une sorte d'accoutumance, enfin en tout cas on s'habitue à cette violence et on se met presque à la regarder ou à la lire avec une sorte de détachement. Et j'ai trouvé que ce processus, à la fois d'un point de vue littéraire mais aussi d'un point de vue de questionnement plus moraux, plus éthiques, enfin plus philosophiques, était extrêmement intéressant. Et c'est vrai qu'en arrivant vers la fin du livre, je me sentais comme en quelque sorte anesthésiée, habituée à la violence de ce qui était décrit, etc. Ce qui n'empêchait pas qu'il y avait une sorte d'implication émotionnelle très forte, et notamment il y a des moments de suspense qui sont absolument prodigieux. Et donc j'ai terminé ce livre sans trop savoir ce que j'en avais pensé. Dans tous les cas, je savais que je venais de vivre une expérience de lecture vraiment unique et hyper marquante, et ce qui m'a montré que ça m'avait beaucoup marqué, c'est que dans les semaines suivantes, alors que je lisais d'autres choses, en fait je repensais beaucoup au livre. Et surtout je me posais plein de questions sur cet auteur. Qu'a-t-il voulu dire? Quel est finalement le discours qu'il produit sur cette violence, sur ces massacres? Tout ça était très flou. Et en fait ce qu'il faut savoir, c'est que Cormac McCarthy n'est pas un romancier extrêmement prolifique. Il a finalement écrit peu de romans
au regard de la période sur laquelle il a écrit. Et d'ailleurs il est toujours vivant, donc on peut espérer peut-être qu'il publiera d'autres choses à l'avenir, mais en tout cas il y a peu de romans, et surtout c'est quelqu'un qui est vraiment très rare dans les médias, qui a donné très peu d'interviews, et d'ailleurs je crois qu'il a dit lui-même tout ce que vous avez à savoir est écrit sur ces pages. Donc voilà, il y a comme un mystère et quelque chose que j'avais envie de résoudre. Je me demandais, Cormac McCarthy est-il de droite ou de gauche? Est-ce que ses livres peuvent être considérés comme de droite ou de gauche, etc. Bref, j'avais plein de questions, et surtout j'avais développé comme une sorte d'addiction à cette prose que je trouvais d'une immense qualité, et tout ce que je lisais après semblait un petit peu fade en termes de style. Donc quelques semaines plus tard, je me suis lancée dans un deuxième roman de Cormac McCarthy. Il s'agit de La Route. Alors ici c'est une édition en langue originale en anglais, j'ai voulu commencer à le lire ainsi et en fait je galérais quand même un peu trop. Donc je l'ai lu en français sur ma liseuse, mais en ayant la possibilité cette fois de faire des parallèles, notamment lorsqu'il y avait des pages que je trouvais absolument éblouissantes, je pouvais les lire en anglais et voir de quelle manière elles avaient été traduites et comment Cormac McCarthy les avait écrites à la base. La Route, c'est certainement le roman le plus connu de Cormac McCarthy, notamment parce qu'il a été adapté au cinéma avec Viggo Mortensen. Et en fait moi j'avais vu l'adaptation je pense assez peu de temps après sa sortie, et ce qui est chouette c'est que j'avais vraiment un souvenir très très flou de l'intrigue, donc j'ai pu vraiment vivre de très grands moments de surprise et de suspense parce que je ne me souvenais plus vraiment des événements du film. En tout cas je me souvenais très bien de son atmosphère, et je me souvenais très bien aussi que c'est un film que j'avais vu à un moment où il y avait énormément de films post-apocalyptiques qui sortaient, et il y avait comme une sorte de convention, alors je ne sais pas en littérature mais en tout cas dans le cinéma post-apocalyptique, où on se sentait obligé souvent de donner quand même une explication. Enfin, en tout cas, il y avait souvent quelques minutes en début de film pour expliquer de manière un petit peu maladroite, en gros, voilà, il y a eu une épidémie, ou en gros, voilà, il y a eu une météorite. Et ensuite, on passait sur la partie post-apocalyptique. Et parfois, ces explications étaient un petit peu superflues. En tout cas, on sentait que ce n'était pas vraiment le sujet du film. Et quelque chose qui m'avait marqué dans La Route, c'est qu'il n'y avait pas d'explication. On arrivait dans un monde post-apocalyptique, et le film ne s'embarrassait pas de faire comme si ce n'était pas le sujet. Le film ne s'embarrassait pas de donner une explication sur ce qui s'était passé auparavant. On arrivait vraiment in medias res en quelque sorte, et on ne savait pas de quelle sorte d'apocalypse il s'était agi, et j'avais déjà trouvé ce parti pris extrêmement intéressant. Au-delà de ça, les souvenirs qui me restaient du film étaient extrêmement vagues. Donc le résumé de La Route, je pense, peut s'écrire en quelques lignes. On va suivre un homme et son fils, un petit garçon qui évolue dans un monde post-apocalyptique, en tout cas dans un monde qui a été détruit par quelque chose, on ne sait pas quoi. Le monde a été recouvert de cendres, et ce père et ce fils marchent le long d'une route en direction du sud à la recherche d'un salut ou d'un abri possible. Alors là encore, une expérience de lecture très marquante pour moi. En gros, une fois que j'ai commencé à lire les premières pages, il était impossible de lâcher ce livre. Là en fait, contrairement à Méridien de sang, j'ai ressenti une implication émotionnelle et une empathie avec les personnages qui étaient tonitruantes. Enfin vraiment, c'est un livre qui m'a déchiré le cœur, qui m'a détruit le cœur. Ici le rapport au personnage est vraiment tout autre, et on s'identifie vraiment énormément à ce père mais aussi à son fils d'une certaine manière. Pour ne pas trop en dévoiler, si jamais vous n'avez pas encore lu ce roman, je dirais juste que c'est un roman qui est en partie bâti sur un dilemme philosophique et sur la question de savoir si la survie en vaut la peine dans un monde qui est détruit à ce point, dans un monde parce que là encore aussi la violence est très très présente. C'est un roman tout comme Méridien de sang, extrêmement graphique, extrêmement violent, extrêmement dur à lire. Et donc le dilemme est celui de savoir si la vie en vaut la peine dans un monde tel que celui-ci, dans un monde où il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien, et c'est très triste et c'est vraiment horrible. Et voilà, je schématise un petit peu parce que j'ai pas trop envie de vous en révéler davantage. Si jamais vous avez la chance de ne pas avoir encore lu ce roman, vraiment je ne peux que vous le conseiller. J'ai trouvé que c'était absolument magnifique. En termes de style, là c'est un petit peu plus épuré, enfin un petit peu moins baroque que dans Méridien de sang, mais on reconnaît quand même immédiatement la plume de Cormac McCarthy à quelque chose d'assez unique dans sa façon de décrire les actions, dans sa façon d'aborder les personnages et surtout dans sa façon d'écrire les dialogues. Les dialogues sont écrits sans ponctuation, ça c'est vraiment une sorte de marque de fabrique de cet auteur il me semble. Mais malgré cette sorte d'épure, là encore la prose est extrêmement belle.
Il y a vraiment des ruptures de rythme qui créent un suspense qui est... Enfin, ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas lu quelque chose qui m'a mis dans une tension pareille. Ces ruptures de rythme font qu'on est en quelque sorte totalement accroché au récit et qu'on ne veut même pas cligner des yeux parce qu'on sait qu'on peut rater un événement important sans s'en rendre compte. Enfin, ça fait que parfois on relit plusieurs fois des passages aussi pour profiter davantage de la prose, etc. Il y a aussi des sortes d'envolées un petit peu plus mélancoliques ou un petit peu plus lyriques, et où là on a vraiment un langage très évocateur et qui est très dantesque, qui est très... J'ai du mal à l'exprimer, c'est difficile de décrire un style pareil, mais en tout cas là encore j'ai trouvé que c'était remarquablement bien écrit, extrêmement beau, et surtout ça sert encore une fois l'implication émotionnelle qui est ici extrêmement forte. La fin du livre m'a totalement déchiré le cœur, et voilà, je vous la laisserai découvrir si jamais ça vous donne envie. Gardez juste à l'esprit que c'est un récit là aussi qui est vraiment très violent, très graphique. Et autre point commun avec Méridien de sang, c'est là encore une sorte de symbolisme et d'imaginaire biblique, enfin d'imaginaire un peu sacré en quelque sorte, qui est très présent là également. De toute façon, vous voyez, on a le père, le fils. Voilà, je pense qu'on peut tirer plein de fils de cette simple interprétation, mais ce serait aussi dommage de le voir uniquement par ce prisme, parce qu'à mon sens, là encore, c'est un roman qui donne du matos, enfin qui donne beaucoup de matière à penser, qui donne beaucoup de questionnements, et en même temps, c'est un roman qui est là encore très ouvert. Et d'ailleurs, quand j'ai refermé ce livre, j'avais à nouveau énormément de questionnements. J'ai à nouveau porté le livre avec moi pendant plusieurs semaines en me posant beaucoup de questions, à la fois sur les thématiques présentes dans le livre, mais aussi sur les intentions de l'auteur que j'arrivais pas vraiment à démêler. La seule certitude que j'avais, c'est la certitude d'avoir encore une fois lu une sorte de chef-d'œuvre, un texte extrêmement marquant, tant dans sa forme que dans son fond. Et c'est là que j'ai commencé à voir le fait que les livres m'apportent plus de questions que de réponses, comme une sorte d'indice de profondeur, en tout cas quelque chose qui serait à mon sens à valoriser dans ces textes. Et donc parce que j'étais vraiment définitivement devenue accro, quelques semaines plus tard j'ai lu un 3e livre de Cormac McCarthy. Alors c'est vrai que malgré cette addiction et malgré cette prose magnifique, ce sont des livres entre lesquels on a envie de laisser passer du temps, déjà parce qu'on a envie que leurs propos et les dilemmes qu'ils présentent aient le temps d'infuser, de se déposer à l'intérieur de nous en quelque sorte, mais aussi parce qu'il faut vraiment digérer cette noirceur effroyable, et c'est pas le genre de livre que je vous conseille de lire si vous êtes un petit peu déprimé ou un petit peu anxieux ou anxieuse, clairement pas. En tout cas je ne pense pas trop m'avancer en disant au vu de ces lectures que lorsque vous ouvrez un livre de Cormac McCarthy, il faut vous attendre à pénétrer dans un tunnel de noirceur duquel vous n'allez sortir qu'à la dernière page et pas avant. Donc voilà, ça nécessite quand même d'être dans un bon mood en quelque sorte. Et donc quelques semaines plus tard, comme je le disais, j'ai lu L'obscurité du dehors. Des 3 livres que je vous présente là, c'est le livre le plus court. Et en fait j'avais envie de me tourner vers celui-ci parce qu'il y a eu comme plusieurs périodes dans l'œuvre de Cormac McCarthy. Et Méridien de sang par exemple appartient à une période où il a écrit plusieurs romans qui se passent dans cette atmosphère de western un peu cauchemardesque ou western de fin du monde, western nihiliste. Mais auparavant dans ses premières œuvres de jeunesse on était beaucoup plus dans une atmosphère de southern gothique. Et donc L'obscurité du dehors c'est un de ses premiers romans, je crois que c'est le 2e. En tout cas, il l'a écrit en 1968, donc bien avant La Route et Méridien de sang. On va suivre la trajectoire parallèle de 2 personnages, un frère et une sœur qui vivent dans une sorte de cabane délabrée au fin fond de la forêt dans les Appalaches. Ce frère et cette sœur ont eu une relation incestueuse et il est né de cette relation un bébé. Au début du roman, le frère va prendre le bébé et aller l'abandonner dans les bois. Et ensuite, on va suivre l'errance de la sœur pour retrouver son bébé et l'errance du frère qui cherche un petit peu sa sœur mais qui surtout cherche du travail. C'est pas tout à fait clair mais je crois qu'il n'y a pas besoin d'en savoir plus que ça. En tout cas la base du roman c'est l'inceste, le sordide et puis 2 voyages dont on sait qu'ils ne mèneront nulle part. Alors L'obscurité du dehors a de très nombreux points communs avec les 2 romans que j'ai lus auparavant. C'est comme si en quelque sorte on voyait déjà préfigurer énormément de choses qui vont être très présentes dans l'œuvre de Cormac McCarthy par la suite. Déjà on a ce style qui à ce stade de sa carrière de romancier me semble déjà
extrêmement abouti, déjà très présent, une patte déjà très reconnaissable à ce moment-là. On a toujours ces dialogues sans ponctuation et puis surtout on a toujours cette incroyable richesse du vocabulaire, cette incroyable puissance d'évocation, des descriptions, du langage, etc. C'est déjà là en termes de style, c'est vraiment extrêmement beau et extrêmement fort. Ce qui me frappe aussi vraiment là dans chaque texte de Cormac McCarthy, c'est un talent vraiment phénoménal pour certaines figures de style et notamment pour la comparaison et la métaphore. Dans ce livre là encore, Cormac McCarthy fait à certains moments des comparaisons qu'on a envie de lire 10 fois d'affilée tellement c'est beau, tellement ça semble couler de source et en même temps tellement... lorsque chaque phrase commence, il est impossible de savoir comment elle va se terminer. C'est très surprenant, c'est très riche, c'est vraiment très bien écrit déjà. Et aussi ce qui m'a frappé tout de suite, c'est dans ce roman-là le champ lexical de la lumière et de l'ombre qui est omniprésent. Au début du roman, j'ai commencé à souligner, à entourer à chaque fois que le mot obscurité apparaissait, et en fait le mot obscurité apparaît quasiment à chaque page. Je pense que dans le texte original ça doit être le mot dark ou darkness et à mon avis ce mot là est très présent dans le roman et le livre est vraiment très marquant par ses descriptions extrêmement visuelles donc de l'ombre et de la lumière, mais en fait on a tout le temps des personnages qui vont ou des objets qui vont se découper dans l'encadrement d'une porte ou d'une fenêtre. On a comme ça des sortes des tableaux qui se succèdent, on a des personnages qui portent une lampe ou qui portent une bougie et donc ces silhouettes qui se découpent dans les lueurs ou dans les fenêtres, etc. C'est hyper visuel et en fait j'avais l'impression qu'il y avait plein de scènes du livre qui auraient pu être peintes par Georges de La Tour ou par Le Caravage. On est vraiment dans des atmosphères comme ça qui sont très fortes et aussi qui disent beaucoup des questionnements de fond du livre qui sont vraiment des questionnements de moralité, des questionnements encore une fois d'affrontement entre le bien et le mal et d'un mal dont on ne sait pas s'il est extérieur ou intérieur. Et donc tout le livre me semble bâti sur cette idée de clair-obscur qui est très bien traitée de plein de manières tant dans le fond que dans la forme. Après je trouve qu'on sent quand même que c'est une œuvre de jeunesse et il y a des choses qui m'ont un petit peu dérangée quand même à certains égards. Déjà pour rester sur le style, Cormac McCarthy il parle d'obscurité mais le style est parfois obscur également, dans le sens où parfois on a un petit peu du mal à comprendre ce qui se passe, c'est un peu confus et on n'est pas forcément sûr d'avoir bien compris ce qui se passait. Et clairement pour certains passages je suis vraiment pas sûre que c'était intentionnel de la part de l'auteur, ça ressemble plus à des petites maladresses. Par ailleurs quelque chose qu'il faut aussi souligner c'est que le N-word est utilisé à plusieurs reprises dans le livre et il est utilisé dans la narration, pas par les personnages du livre, il est utilisé dans la narration et pour qualifier des personnages qui ne sont pas qualifiés autrement. À mon sens on peut donc qualifier cette écriture de raciste et je suis un peu étonnée de l'avoir vu souligné nulle part, en tout cas dans les reviews que j'ai pu lire ou dans les critiques que j'ai pu lire. Pour moi c'est quand même quelque chose qui mérite d'être interrogé, analysé. Moi en tout cas ça m'a dérangé pendant la lecture et puis du coup ça rajoute un petit peu de confusion sur quelles sont exactement les positions de l'auteur sur ce type de questions. Surtout que le roman se passe dans le sud des États-Unis, qu'il y a quand même une dénonciation de certains types de violences, etc. Mais donc pourquoi avoir choisi d'utiliser ces mots, pourquoi avoir choisi de mettre en scène des personnages noirs de cette manière, etc. Pour moi c'est assez dérangeant et ça mérite vraiment d'être souligné. Au niveau de l'intrigue, j'ai pas ressenti la même implication émotionnelle que dans La Route par exemple, parce que en fait là c'est un petit peu lassant et répétitif, c'est-à-dire qu'on va suivre le frère et la sœur en parallèle et ce frère et cette sœur vont rencontrer des personnages avec lesquels ils vont avoir des interactions plus ou moins heureuses et très souvent assez malheureuses et en fait tout ça nous dresse un tableau de la pauvreté, de la misère et de la violence qui est omniprésente dans le sud des États-Unis, à l'époque un peu floue qui est décrite ici par Cormac McCarthy. Et donc c'est très intéressant mais c'est je trouve moins bien construit et plus lassant et on a un peu l'impression de voir défiler une suite de personnages qui sont très métaphoriques de certains concepts ou de certains aspects, mais c'est fait avec moins de subtilité et surtout moins de force tragique que dans les autres livres à mon sens. À la fin par exemple on a un personnage qui nous montre que Cormac McCarthy ici n'écrit pas seulement sur l'obscurité mais qu'il écrit aussi sur l'obscurantisme et qu'il écrit aussi de nouveau sur la religion, donc j'en dis pas plus et vous découvrirez ce personnage par vous-même si ça vous intéresse. Mais voilà c'est intéressant mais peut-être un petit peu moins subtil et un petit peu moins cryptique que dans ses autres romans et c'est un petit peu décevant. Alors après la fin,
La fin m'a vraiment mis un coup à l'estomac et je pense que là c'est quand même quelque chose qu'il faut reconnaître à cet auteur, quelle que soit l'époque à laquelle il a écrit. C'est vraiment un très grand sens de la dramaturgie à certains moments, c'est-à-dire que toujours les fins de chapitres dans ce livre, mais comme dans les autres, sont hyper percutantes. Les fins de chapitres vraiment vous laissent parfois comme ça. Il y a vraiment des montées d'intensité parfois qui sont hyper fortes et c'est le cas aussi ici et ça m'a vraiment marqué. Et puis encore une fois il y a là aussi une atmosphère qui est très post-apocalyptique. L'errance de ces personnages est encore une fois très hallucinée, on est vraiment comme dans une sorte de cauchemar, etc. Là c'est vraiment quelque chose qui est commun aux 3 livres et que je trouve assez fort. Et donc après avoir fini ces 3 livres, j'ai presque plus de questions que de réponses. En tout cas, Cormac McCarthy met vraiment en scène des personnages qui vont se déplacer dans un brouillard hallucinatoire de violence et de massacre. Ça, c'est vraiment commun aux 3 livres. Mais quelle est la position de Cormac McCarthy sur cette violence? Qu'est-ce qu'il dit de cette violence? À qui et à quoi l'attribue-t-il? Est-ce qu'il est dans une sorte de dénonciation de certaines oppressions? Est-ce qu'il assimile ça à une sorte de nature humaine ou à quelque chose qui lui serait extérieur? Tout ça, ça reste extrêmement flou et en fait même après 3 livres j'ai toujours pas de réponse. Alors juste à la toute fin de L'Obscurité du dehors, vraiment dans les dernières pages, Cormac McCarthy écrit ceci, c'est un dialogue entre 2 personnages. « Il y a pas mal de monde sur les routes par les temps qui courent, dit Holm. »« Oui, dit l'aveugle, j'en croise tous les jours. Des gens qui vont et viennent en ce monde comme des chiens, comme s'il y avait nulle part une maison pour les accueillir. » Et je crois que cette phrase, des gens qui vont et viennent en ce monde comme des chiens, comme s'il y avait nulle part une maison pour les accueillir, ça pourrait en fait qualifier tous les personnages de ces 3 romans et peut-être tous les personnages mis en scène par Cormac McCarthy, je ne sais pas. Donc même si au final j'ai plus de questions que de réponses et que j'ai l'impression de n'avoir pas totalement cerné quel est l'univers et quel est le propos de Cormac McCarthy, en tout cas je sais une chose, c'est que ce soit la langue absolument éblouissante dans laquelle il écrit, que ce soit le fait que une fois que vous avez lu un de ses livres, vous allez reconnaître extrêmement vite sa prose et vous allez reconnaître extrêmement vite ses thématiques, enfin qu'en tout cas il y a quelque chose vraiment d'unique et de commun, enfin qui se tient sur la longueur dans son œuvre. Et même le fait même que lorsque je pose un de ses livres après l'avoir terminé, ça me laisse comme pantelante, ça me laisse comme pleine de questionnements et que le livre continue à m'habiter et à me questionner des semaines plus tard. Je pense que tout ça, on peut dire que c'est ce qui caractérise l'œuvre d'un immense romancier. Alors, est-ce que je vous recommande ces livres? Oui, je vous les recommande, mais déjà si vous avez le moral et le cœur bien accrochés, encore une fois. Oui, si vous aimez les styles très travaillés, très baroques et presque avec une sorte d'extravagance dans leur richesse. Et oui, surtout si après les avoir lus, vous pouvez venir en commentaire pour en discuter avec moi, pour me dire ce que vous en avez compris, ce que vous avez ressenti. J'ai vraiment encore une fois plein de questions sur cette œuvre, sur ce qu'elle m'a fait ressentir, sur ce rapport à la violence, sur ce rapport au racisme, au génocide, etc. Je pense qu'il y a plein de choses à dire et je pense qu'il y a aussi beaucoup matière à ne pas être d'accord et à avoir des visions qui peuvent vraiment s'opposer, se compléter et dans tous les cas qui peuvent faire avancer la réflexion sur plein de choses. Et encore une fois c'est ça qui me fait penser que Cormac McCarthy est un immense romancier et que les 3 livres que je viens de lire, même s'ils sont inégaux entre eux, sont dans tous les cas tous les 3 des chefs-d'œuvre. Pour ma part, je pense que là je vais arrêter pendant un temps de lire des livres de Cormac McCarthy parce que dans cette volonté de comprendre ou en tout cas d'analyser plus finement ce que ces livres me font ressentir, j'ai vraiment très envie de remonter un peu aux origines et donc j'ai envie de lire les œuvres qui ont pu inspirer l'œuvre de Cormac McCarthy. Notamment j'ai envie d'enfin lire de grands auteurs américains comme Steinbeck et surtout comme Faulkner parce que je crois que c'est vraiment une des influences majeures de Cormac McCarthy, à la fois dans l'approche des personnages mais aussi en termes de style. Et donc j'ai envie de m'arrêter là pour l'instant dans la découverte de son œuvre et d'avoir comme plus de billes, enfin en tout cas de pouvoir établir une sorte de généalogie avec d'autres œuvres et je documenterai ça évidemment dans d'autres vidéos. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à me faire part de vos impressions, n'hésitez pas à me dire si vous-même vous avez lu Cormac McCarthy, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait et si vous avez envie de suivre la suite de ma découverte de Cormac McCarthy mais de manière plus générale de la littérature et notamment de la littérature américaine. Dans tous les cas, merci de m'avoir écouté et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.